Aujourd'hui, la première question que j'avais envie d'évoquer, c'était existe-t-il un mode de restauration parfait? Et je dirais que c'est assez curieux parce que d'un côté, on a une standardisation de la qualité de la nourriture ou des obligations nutritionnelles qui est extrêmement violente quand vous faites le bilan, extrêmement violente. Et de l'autre côté, on a quand même, à l'heure actuelle, un développement de particularisme alimentaire qui n'ont rien à voir avec les consignes qui sont proposées. Si on reprend par exemple l'exemple des consignes nationales, après je vous donnerai mon point de vue là-dessus, on va lire dans le PNNS qu'il est raisonnable de manger des protéines à peu près à tous les repas mais en les variant, de consommer 2 à 3 fois par semaine des poissons gras, d'éviter de dépasser 500 grammes de viande rouge par jour, donc on a compris qu'il fallait manger un peu de tout le reste, qu'il fallait manger, alors le message a été dévié, on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est totalement aberrant, la vraie notion c'était il faut consommer 400 grammes de fruits et légumes par jour en essayant d'atteindre le chiffre de 3 à 5, et cette consigne a été dévoyée par la filière agricole, enfin par la filière des fruits et légumes qui a tenté à un moment donné d'imposer 5 fruits et légumes, puis a même failli imposer 10 fruits et légumes, puis il faut prendre 1 à 2 produits laitiers par jour, puis il faut prendre à l'intérieur des huiles qui soient suffisamment riches en oméga 3, mais avec un rapport oméga 3 sur oméga 6 égale à 1 sur 5, et au bout du compte, vous avez fabriqué l'alimentation d'un individu. Ça veut dire que moi j'ai compris qu'il fallait que je mange pour atteindre les 400 grammes de fruits et légumes par jour en hors d'œuvre une assiette de crudité, qu'il fallait que je prenne des protéines, pas trop, donc mettons 100 à 150 grammes, qu'il fallait que je varie, donc 2-3 fois par semaine je dois aller chez le poissonnier pour acheter du poisson gras, et puis je dois compléter ma ration, sans oublier les féculents bien entendu, au moins une portion à chaque repas, donc je dois avoir dans l'assiette à côté du poisson, de la viande, du poulet ou des œufs qu'on me recommande de manger, une portion de féculents, et ces féculents je dois les assaisonner de préférence avec de l'huile de colza ou de l'huile d'olive, tout en prenant pour la fin du repas un produit laitier, et en attendant de conclure avec un fruit. C'est hyper rigide en réalité comme système. Et ça me rappelle l'expérience qui a été faite sur la régulation de l'alimentation, la seule expérience qui a été faite de ce genre et qui a tenté d'imposer un modèle alimentaire, ça a été en 1982 et c'était fait par Ceausescu en Roumanie, c'est-à-dire un régime tyrannique, ce qui a conduit d'ailleurs la Roumanie à une famine extrême, car les contraintes qui ont été imposées à l'industrie alimentaire ont été telles, les produits ne se vendaient pas beaucoup, que finalement les entreprises déposaient le bilan en cascade et on s'est retrouvé dans une situation de paupérisation alimentaire. La question c'est, existe-t-il un mode de restauration parfaite? Oui, a priori on le connaît, voilà, il est élaboré, et comment on élabore ce modèle? On l'élabore à partir des apports nutritionnels recommandés, c'est-à-dire des études qui ont été moyennées sur l'ensemble de la population, et en disant voilà, on a un groupe d'individus qui est en bonne santé, les apports ont été de temps, et si les apports pour ce groupe ont été de temps, il faudrait donc que les apports de tout le monde y ressemblent. La problématique qu'on observe, c'est que l'alimentation, c'est pas seulement le rapport biologique, et ça a été le sujet de confrontation assez importante, c'est pas seulement le rapport biologique entre les nutriments absorbés et le corps humain, c'est tout un autre chose. On va reprendre la phrase de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss disait « l'aliment n'est pas seulement bon à manger, mais il est également bon à penser ». Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est aussi la relation avec l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous observez un corps humain, en fait, les deux orifices par lesquels il communique, ou les orifices par lesquels il communique avec l'extérieur, sont les orifices qui fabriquent du vide. L'oreille ne fabrique pas du vide. L'oreille, elle est abritée par le tympan. Là. Les médecins le savent bien. Les narines conduisent au pharynx, puis ensuite conduisent au poumon, qui est un espace fermé. La bouche est un espace ouvert, et il y a une circulation ouverte qui va de la bouche jusqu'au fond de l'intestin, ce qui fait que l'alimentation, elle est vécue, et notamment par les psychanalystes, comme un élément de communication avec l'extérieur. Reprenons l'exemple des anorexiques. Quand une personne décide de devenir anorexique, il y a une espèce d'occlusion totale de son rapport à la nourriture, et cette occlusion de ce rapport à la nourriture se manifeste également par une marginalisation et une occlusion des rapports affectifs, et une occlusion, y compris notamment pour décrire, là encore pour les médecins, le phénomène d'aménorrhée, qui est une occlusion du rapport à la féminité. Donc ça veut dire que l'alimentation, elle est bien sûr une source biologique avec l'être humain, mais elle est également une source de communication avec le monde extérieur. Et si elle est une source de communication avec le monde extérieur, elle est aussi une source d'expression psychologique. Et là, on revient toujours à la psychanalyse. La psychanalyse nous explique que l'enfant va passer par une phase orale. Mais la récompense, prenons l'exemple par exemple de la tétée. Alors, la tétée, il y a un phénomène extrêmement manifeste, qui est extrêmement intriguant, c'est sur le fait que
le lait qui est sécrété par la mère pour nourrir le nourrisson va se modifier en fonction de la tétée du nourrisson, qui lui-même modifie sa tétée en fonction des besoins de son organisme. Donc c'est une erreur de croire que le lait maternel est toujours identique du début de l'allaitement à la fin. Pas du tout. Il se modifie au cours de l'allaitement avec des rapports nutritionnels qui vont évoluer selon les besoins différents de l'enfant. Quatrième sujet, l'alimentation est un lieu de discrimination. On le voit bien aujourd'hui, quand on regarde le pays, par exemple, on va observer qu'au nord, on a une augmentation de l'obésité, que dans certaines régions plus riches, on a une maîtrise de l'obésité. Donc l'alimentation est un lieu de discrimination sociale. Et ça fait que ces paramètres sont des paramètres qui conditionnent et la prise alimentaire et la nécessité de nourrir l'autre, et là je m'adresse au DRH, puisqu'on a, au travers de l'alimentation, et à l'intérieur d'une entreprise, l'alimentation est un élément fédérateur, comme on va le voir tout à l'heure, on a des lieux d'expression complètement différents du rapport à la maladie que nous, médecins, on recherche au travers de l'alimentation, tous les excès, tous les déficits, etc. etc. Donc à la question, existe-t-il un mode de restauration parfait? Théoriquement, oui, sur le plan biologique. Psychologiquement, non, car il est extrêmement dépendant de chaque individu. Socialement, non plus, car il est extrêmement discriminant. Et sur le plan affectif, que je distingue un peu de l'élément psychologique là, oui, il est également complètement différent. À cela s'ajoute un phénomène qui vient d'apparaître, qui est apparu il y a quelques années, mais qui prend une ampleur sans mesure, c'est ce qu'on appelle l'apparition des néophobies, c'est-à-dire les nouvelles peurs alimentaires, qui se sont beaucoup plus développées ces dernières années qu'auparavant, pour plusieurs raisons. La première, la caisse de résonance médiatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'information circule plus vite, elle est plus violente, elle est reprise par plein de canaux, donc information médiatique. La deuxième chose, une espèce d'angoisse qui se transfère de l'angoisse du milieu ambiant, notamment les angoisses professionnelles, vers la nourriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'être angoissé, par exemple, par la peur du chômage, on va être angoissé, on va déplacer son angoisse et on va la placer qui sur les pesticides, qui sur la viande, qui sur les dérivés hormonaux. Et ces particularismes alimentaires vont reconditionner une nouvelle fois la prise alimentaire des individus. Donc existe-t-il une restauration parfaite? En théorie, oui. En pratique, non, car on ne peut pas prétendre nourrir de la même façon chaque individu, et pourtant, nous essayons les uns les autres de donner un modèle normé à l'alimentation. La deuxième question, c'est quels sont les éléments positifs entre un repas collectif et un repas individuel? Là, si on va mélanger un peu les sujets, mais le repas collectif, c'est quand même un lieu d'échange, c'est-à-dire que la table, c'est un schéma d'organisation. Si vous observez, par exemple, réfléchissez là à l'instant sur la façon que vous avez d'organiser la table à la maison et vous allez vous rendre compte qu'il y a un rituel d'organisation. Quand on a fait des expériences avec des industriels sur les prises alimentaires à table, on a remarqué que le positionnement de la table, il était éminemment incarnant de comment on allait faire représenter aux enfants par la suite le futur de leur alimentation. Donc on prend une famille avec un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille. La maman va placer sa petite fille à côté d'elle. La petite fille est donc a déjà le sens de l'habitude alimentaire que prend sa mère pour la reproduire elle-même plus tard. On place le petit garçon un peu plus loin, mais à côté de son papa. Et quand on va servir, assez curieusement, ce qu'on observait sur ces filmages, on observait que la maman servait tout de suite les légumes à la petite fille et tout de suite plus de protéines au petit garçon. Si bien qu'on en déduisait que les rapports antiques à l'alimentation, c'est-à-dire les rapports archaïques, qui étaient l'homme chasseur qui chasse la viande, qui ramène les protéines, et la femme qui cueille des légumes, mais ils étaient reproduits à l'échelle du repas familial. Et quand vous observez, par exemple, dans les repas de restauration collective, les comportements des hommes et des femmes, vous avez exactement la même reproduction du phénomène. C'est-à-dire que les hommes vont aller vers la viande, ou alors les produits attirants ou pseudo-friands, style les pizzas ou les frites, et les femmes vont scrupuleusement se diriger vers les légumes et la salade, parce que, en fait, non pas par goût, mais par un poids de la société qui en fait vient de très très loin. Quand on dit existe-t-il des repas positifs pour le repas collectif, il y en a un qu'on méprise, c'est la mixité sociale. Ça veut dire que les repas de restauration collective, aujourd'hui, c'est un lieu d'échange entre les gens, à la fois d'échange entre cultures, mais également échange entre hiérarchies. Et dans l'environnement d'une entreprise, aujourd'hui, il y a quand même en général, bien qu'il y ait beaucoup de délégations, une structure assez pyramidale qui se brise au moment du repas collectif, à condition qu'il y ait une volonté
derrière, d'organiser cette cassure et qu'on ne fasse pas ce qu'on observe quand même dans certaines entreprises encore, les restaurants de direction, puis les espaces réservés. Et donc, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de discussion et c'est un lieu de relaxation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquemment oublié, c'est-à-dire que sur un espace de travail, le moment de la prise alimentaire, en quoi est importante la prise alimentaire? Elle est importante pour briser la hiérarchie sociale, elle est importante pour favoriser les échanges, mais elle est importante pour permettre à l'employé de reprendre son souffle et d'exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer. Et c'est en ça que se manifeste notamment, et c'est pour ça que c'est un indicateur pour les médecins de voir que en cas de problème ou de pathologie, et si elles ont une relation avec l'alimentation, c'est très intéressant d'observer le comportement des personnes qui ont ce type d'attitude, enfin les personnes qui sont victimes de ce genre de pathologie, c'est très intéressant d'observer leur comportement à table. Alors, comment s'organise un repas de restauration collective? Il est finalement assez banal. Si on veut distinguer une restauration collective d'une autre, d'abord, il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué. Je posais la question à l'instant aux personnes à qui je m'adressais, c'était qui est responsable de la restauration collective? Assez curieusement, ça va être les achats, comme si la fonction primait sur l'intérêt, et ça sera probablement le directeur des achats, ou bien en discussion ou non avec le comité d'entreprise, mais on consulte assez rarement le DRH. On va le consulter pour lui demander éventuellement l'approbation de l'embauche d'un diététicien ou d'une diététicienne qui la plupart du temps va servir exclusivement de caution, car le repas de restauration collective, il se fabrique de la façon suivante. Il y a un arbitrage au niveau du prix, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être la justification de l'élimination du risque sanitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de délégations vers des entreprises extérieures pour la restauration collective. L'entreprise a peur qu'il y ait un problème d'intoxication qui soit imputable à sa propre responsabilité. Et donc, elle préférera mettre un écran par un délégataire. Et la troisième intervention, elle va se situer au niveau de l'abondance. Et il y a deux items qu'on retrouve assez fréquemment dans l'appréciation sur les restaurations collectives. Premier item, il y a la rumeur permanente de la cantine est mauvaise. Questionnez autour de vous. Quand vous dites à quelqu'un vous allez prendre des légumes, la réponse est systématiquement oui, mais à la cantine ils sont gras. Toujours la même chose. Et la deuxième chose, c'est au travers de ce don de la cantine qui est soi-disant fait par l'entreprise aux employés, ça va être, en plus de cet aliment gras, l'abondance alimentaire qui véhicule l'image que la cantine est pléthorique. Et là, moi, je voudrais reprendre l'exemple des sociétés de nouvelles technologies. Que font les sociétés de nouvelles technologies? Elles travaillent beaucoup sur les comportements psychologiques des individus. Et comme elles travaillent sur les comportements psychologiques des individus, elles ont transféré une partie de leur image vers la restauration collective. Quand vous allez dans des entreprises comme je les ai fréquentées chez Apple ou Google, là, ou toute autre technologie de ce niveau-là, on observe que la cantine est un lieu d'espace convivial, de mixité sociale, où on distribue des aliments à la fois pour le plaisir et en même temps pour le nourrissage entre guillemets des gens, et avec une espèce de notion du wellness qui s'exprime autant par la nature du restaurant, c'est-à-dire l'espace dans lequel est dressée la table de restauration collective, que par des distributions, par exemple de fruits dans les entreprises comme Facebook, distribution de fruits obligatoire à 10h et à 5h de l'après-midi. C'est pas que le patron de Facebook, même s'il a beaucoup de qualité, soit attentif à la consommation de fruits de ses employés, mais ça donne une incarnation à l'image de l'entreprise. Nous sommes une entreprise jeune, qui est responsable de la bonne qualité, de la santé de ses employés, qui les engage vers le bien-être parce qu'ils sont soucieux de ce bien-être, et ce qui flanque à l'entreprise, de fait, une image extrêmement positive, ce qui donne à l'entreprise une valorisation supplémentaire en termes d'image. Et ça a été étudié par les sociologues américains. Et je n'ai jamais vu ça être fait en France, assez curieusement, parce que la restauration collective en France, elle est servie un peu sur le modèle des cantines scolaires. Ça veut dire, on va en donner beaucoup, et on va mettre des aliments, surtout qu'on ne va pas gaspiller. Ça, c'est la nouvelle loi. On ne va pas gaspiller. Alors, comme on ne va pas gaspiller, moi, quand je suis un cuisinier de restauration collective ou un intendant de restauration collective, qu'est-ce que je fais? Je vais analyser sur l'année ce qui a été mangé, pas mangé. De temps en temps, on peut analyser les poubelles. Et ensuite, je sais ce qui va être mangé et je vais servir ce qui va être mangé. Comme ça, je fais une double cible. Première cible, je donne à manger ce que les gens aiment manger. Ça ne veut pas dire que c'est bien de manger, mais je leur donne à manger ce qu'ils aiment à manger. Et deuxième cible, j'ai une bonne réduction de mes coûts et en même temps, j'ai une maîtrise du gaspillage. Et là, je considère que c'est vertueux. Mais celui qui va à la cantine, il attend quoi de la cantine? On se nourrit. Est-ce qu'on se nourrit vraiment parce qu'on a faim aujourd'hui? On est dans une société de multi-abondance. C'est-à-dire qui ressent
qui ressent la faim autrement qu'une sensation exprimée, qui n'est pas une sensation biologique. On se nourrit aujourd'hui beaucoup par plaisir. Ça veut dire qu'on vient dans l'entreprise, mais quand on va au moment du repas de cantine, on y va pour prendre un moment de plaisir. Et ça, c'est une des dimensions très importantes de l'alimentation. C'est pour ça que je combats un peu les modèles trop rigides alimentaires, parce que la dimension hédoniste, elle fait partie de la qualité de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent au bonheur des autres. Et ben dans le bonheur des autres, il y a celui de manger. Et dans la restauration collective, si on est stricto sensu observeur des déterminants qui ont été élaborés par nos amis sociologues, médecins, experts, etc., alors on commence déjà l'organisation de la cantine, elle est d'un stéréotype, mais absolument monstrueux. L'organisation de la cantine, c'est le salad bar, justification, santé. Ensuite, derrière le salad bar, selon les espaces où on se trouve, oui, non, charcuterie, oui, non, œuf, mayonnaise, là, on sent la dimension prix. Ça veut dire, est-ce que j'ai voulu faire plaisir à mes employés ou non? Puis derrière, il y a le plat. Comme si je pouvais, par exemple, ne pas sauter la chaîne du salad bar pour arriver au plat directement. Or, qu'est-ce qui structure un repas? Ce qui structure un repas, c'est certainement pas la salade de carottes. Ce qui structure un repas, c'est-à-dire ce dont on va se souvenir, c'est le plat principal. Quand vous questionnez quelqu'un pour lui demander « Qu'est-ce que vous avez mangé à la cantine hier ?», elle va vous répondre une blanquette de veau, un steak haché avec des frites, mais elle ne commence pas par vous dire « J'ai mangé une salade de carottes ou une salade de tomates ». Elle ne finit pas par vous dire « J'ai pris un yaourt ou un fruit », ça c'est dédaigneusement écarté. Elle va vous parler du plat principal. Alors l'organisation de la cantine, aujourd'hui, elle est sur un modèle, mais totalement linéaire, de toutes les entreprises, de toutes les restaurations. Allez, l'entrée, le plat et le dessert. Ce qui est une grande erreur. Notamment parce que cette organisation du plat séquence par séquence ne représente absolument pas le modèle à la française de l'alimentation. Le modèle à la française, c'était le modèle des rois. Ça veut dire que tout était mis à table et on se servait. Et en fait, le modèle alimentaire français aujourd'hui qu'on a adopté, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, c'était un modèle à la russe. Et il a été adopté, mais en réalité, un Français qui, par origine, est un gourmand, un gourmet, qui véhicule l'image de la bonne nourriture, c'est quelqu'un qui a envie... je ne sais pas pourquoi on m'a mis des bonbons là, c'est rigolo. Et ça a attiré mon attention. C'est quelqu'un qui a envie de goûter un peu aux aliments. Donc la répartition de la cantine, elle est totalement absurde aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que... tout à l'heure, j'ai parlé des particularismes alimentaires. Et on a le sentiment que tout le monde doit se débrouiller. Il faut faire avec ce qu'on a. Moi, je combats l'excès des gens qui mangent sans gluten, sans raison de manger sans gluten. Mais c'est un fait. Ce sont des gens qui mangent sans gluten et on doit pouvoir leur offrir cette possibilité parce que c'est pas beaucoup plus compliqué à faire que du pain normal. Il suffit d'avoir une chaîne de... Enfin, il suffit d'avoir un producteur. Ça, c'est offrir un service. Ça, c'est vraiment offrir un service. La deuxième chose, c'est les particularismes alimentaires. Là, ce matin, on était sur Europe 1, on parlait avec des végétariens. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'en 2020, donc dans pas si longtemps que ça, dans 4 ans, à peu près 25% de la population sera probablement végétarienne. Ça veut dire que... Et ces gens-là vont se nourrir d'aliments végétaux, qui sont d'ailleurs de mieux en mieux, et ce qui fait que l'industrie aujourd'hui est en train de travailler ce segment comme elle a travaillé le segment sans gluten, mais 25% de la population mangera probablement végétarien dans quelques années. Alors, ont-ils raison ou tort? Végétarien, ça ne nous gêne pas. Végétalien, c'est plus compliqué, mais végétarien, ça ne nous gêne pas. Mais ça voudra dire qu'il faudra modifier les habitudes alimentaires des cuisiniers de restauration collective. Et à l'intérieur de cette distribution alimentaire, on a le sentiment que la restauration collective, c'est un espace où il est raisonnable d'offrir sans s'inquiéter de gérer. Or, gérer l'alimentation, c'est un problème relativement simple. Prenons l'exemple du plat principal. Imaginons qu'on change la cantine aujourd'hui. Et on va dire, on va reprendre le point de vue que je vous ai donné. Premier point de vue, on va parler uniquement de la nourriture. On va commencer par structurer le repas à la façon de chacun d'entre nous. On va commencer par le plat principal. Pourquoi, quand on me sert un plat principal, on m'impose de manger, par exemple, un poisson en sauce? Pourquoi la sauce n'est pas répartie à côté? C'est pas plus compliqué, hein. C'est simplement, on vide d'un côté, on remplit de l'autre. Et de la même façon, quand on nous propose des différents choix de légumes, il n'y a aucune raison pour ne pas les arroser de sauce s'il n'y a pas de sauce dessus. Derrière, si le repas il est structuré au niveau du plat principal, ça m'est beaucoup plus facile d'équilibrer mon repas, puisque le plat principal est l'élément structurant du repas, c'est en fonction du plat principal que je vais pouvoir structurer mon repas. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir une entrée. Alors, si je prends du pâté, si j'ai pris une blanquette de veau avec des frites, j'ai faux, mais une fois que je sais que j'ai pris la blanquette de veau avec des frites, je peux très bien imaginer que derrière, je vais me dire, je vais me modérer, je vais prendre des carottes, et puis je vais prendre un yaourt ou je vais prendre une salade de fruits. Mais ce modèle, il arrange tout le monde parce qu'il est adopté, parce qu'il est banalisé,
Et en fait, je répète qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut s'occuper que du bien-être dans l'entreprise, mais le temps du repas en entreprise, c'est un temps extrêmement important parce que c'est un temps de relaxation, c'est un temps de prise de plaisir, c'est un temps de mixité sociale. Et il n'est pas traité comme il devrait être traité, il est traité uniquement sur le plan alimentaire et ça veut dire qu'on passe à côté du message de l'alimentation. Alors, quand vous demandez quelle est l'appréciation par les gens des repas de cantine, systématiquement, enfin, en général, la grande majorité des gens n'en sont pas contents. Ça veut dire, ils ne sont jamais contents de leur cantine, alors que pourtant, quand vous faites le bilan, et quand on observe les comportements des Français, notamment une grande partie, 50% des apports énergétiques des individus en France sont pris au moment de la restauration collective, ce qui ne correspond absolument pas au nombre de repas pris par rapport au nombre de repas de la semaine. Dans une semaine, vous avez 14 repas, vous avez 5 repas pris à la cantine, et pourtant 5 sur 14, ça ne fait pas 7 sur 14, et pourtant 50% des apports énergétiques des Français sont pris au moment de la restauration collective. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'espace de restauration collective, c'est un espace d'économie, et de budget, de gestion de l'argent pour les individus. Ça veut dire donc, il y a eu des études qui ont été menées là-dessus, et c'est pour ça qu'on tente le plus possible d'éliminer les tickets restaurants qui servent aux gens finalement à éliminer le repas du midi pour aller se servir autre chose dans l'après-midi ou ailleurs. Donc ce temps, il a été, ce temps de la restauration collective, il est très important sur le plan des apports énergétiques, à la fois pour des problèmes économiques, mais également parce que les gens aujourd'hui ont peu de temps pour préparer à manger. Et quand vous observez, vous entendez tous les jours, tous les chefs de cuisine idéalistes à la télévision vous dire ah, il faut manger que des produits frais. Il faut manger que des produits frais et puis il faut les cuisiner soi-même. Hein. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il faut manger que des produits frais aujourd'hui. 85% de la nourriture est achetée en supermarché. Donc avec les rayons se vident forcément de ceux dont ils sont remplis. Et la deuxième chose, c'est que le temps consacré à la cuisine par les Français, il est relativement faible. Donc il faut prendre en considération ce paramètre et se dire que le repas de la restauration collective va servir deux fois. Il va servir une première fois à nourrir les individus et à les nourrir suffisamment, à les nourrir pour leur donner du plaisir et en même temps à leur apprendre peut-être un certain nombre de choses. Et là, ça dépend du gradient de l'entreprise. Soit c'est des entreprises de main-d'œuvre, soit c'est des entreprises locales. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur du repas de restauration, de l'espace restauration collective, on devrait avoir une pédagogie appliquée. Quand vous allez chez McDonald's, qui n'est pas l'incarnant principal de la qualité alimentaire, regardez bien ce que vous voyez chez McDonald's. Vous voyez des tas d'informations sur la nourriture. Vous voyez, le bœuf vient de France, même si c'est pas totalement vrai, ils le disent. Nous faisons de la viande pure bœuf, issue du muscle, etc. C'est pas totalement vrai, mais ils savent comment contourner les mots. Mais ils vous donnent de l'information, ils vous donnent de la photo, ils vous donnent de la vision, ils vous font penser. C'était ce que je disais au début quand je parlais de l'expression de Lévi-Strauss. Que se passe-t-il dans les cantines? Le plat il est servi et c'est tout. Or pourtant, l'affichage dans la restauration collective, ça devrait être fondamental. C'est un lieu d'éducation alimentaire et nutritionnelle. C'est un lieu d'alerte, c'est un lieu de prévention, c'est un lieu d'instruction, et ça n'est jamais fait. Ça, c'est le premier point. La pédagogie, elle passe pas seulement par l'assiette, elle passe par l'environnement. La deuxième chose, c'est que l'espace, il n'est pas géré en général. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la répartition de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire pourquoi je commencerai par les entrées et pas par le plat principal, mais c'est la même chose pour l'espace. De temps en temps, il y a des efforts vertueux qui sont faits, mais l'espace, il devrait être géré différemment. Il devrait être géré en fonction pas seulement de l'arrivée des gens, mais peut-être justement de l'obligation de cette mixité sociale ou de cette mixité culturelle, dépendant de l'entreprise, et puis il devrait être géré également dans la convivialité. C'est un moment de détente. C'est pas seulement un moment d'alimentation, c'est un moment de détente. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la restauration collective, en entreprise particulièrement, c'est la gestion du nourrissage et rien d'autre. Et c'est pourtant pas un effort difficile à faire, parce que si la gestion de la nourriture elle est compliquée, parce qu'elle impose des mutations permanentes, des changements permanents, parce qu'elle impose également régulièrement d'apporter des nouveautés, par contre la répartition de l'espace, là je m'adresse au DRH et peut-être aux médecins d'entreprise qui peuvent avoir la possibilité d'intervenir, la gestion de l'espace elle est fondamentale. Le bruit dont tout le monde se plaindra selon les entreprises, les chaises inconfortables, la prestation finale qui peut être donnée. Pourquoi la restauration collective ce ne serait pas un restaurant? C'est un restaurant. On appelle ça les cantines, on appelle ça la restauration collective, mais pourquoi on n'appelle pas ça un restaurant? Ça serait sympa d'aller au restaurant tous les jours quand on sort de son entreprise, et pourtant cette image lui colle à la peau, c'est la vocation d'un nourrissage plus ou moins riche selon les individus.
La question que vous m'avez posée, c'était quelle place dans la relation avec son responsable et ses subordonnés? Mais super importante. Vous ne parlez pas à votre chef ou à votre employé de la même façon quand vous êtes à table avec lui et quand vous êtes dans son bureau. Ça change tout. Donc ça veut dire que c'est un lieu d'échange dans lequel la permissivité de s'exprimer est beaucoup plus grande qu'ailleurs. Donc ça devient un lieu de travail pour les DRH, un lieu de réflexion sur comment à la fois intégrer dans l'entreprise un salarié, mais en même temps comment faire en sorte que le salarié soit heureux de travailler dans son entreprise, parce qu'à un moment donné, il rentre dans l'entreprise par autre chose que par la porte d'entrée qui le conduit à ses fonctions, mais il va rentrer dans l'entreprise au travers de la restauration collective. Et c'est pour ça que la restauration collective de type délégataire, elle pose un problème parce qu'elle n'est pas identifiée. Ça veut dire que si elle était identifiée, ou si on nommait les choses correctement, et si on disait par exemple, je sais pas, Peugeot vous invite tous les midis à son restaurant, ça se fait dans certaines entreprises, le tournesol, dont la nourriture a été préparée par le chef machin, ça change l'ambiance d'un restaurant. Et tous ces petits, quand vous ajoutez tous ces petits paramètres, les uns aux autres, vous arrivez à une définition de la restauration collective qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ce qui explique, au passage, qu'un certain nombre d'entre nous, ou des gens que vous avez à suivre, soient des gens qui soient tentés d'aller plutôt sortir à l'extérieur pour s'échapper de l'entreprise, pas forcément parce qu'ils en ont envie, mais pour s'échapper de l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas retrouvé un lieu de convivialité qui est conforme à ce qu'on attend normalement d'un système de restauration. Alors, est-ce qu'on peut faire changer les choses? Difficile dans le modèle français parce qu'on est trop braqué sur les paramètres économiques. Ça veut dire le coût du repas, l'appréciation dans la dimension de l'entreprise, elle semble beaucoup plus importante. J'ai discuté avec le CE d'une entreprise vraiment très importante française, et en fait, il m'a expliqué à la fin, le responsable du CE, il m'a dit, vous comprenez, j'ai pas tellement envie de dépenser 50 centimes d'euros de plus par repas, parce que rapporté au nombre d'employés que nous faisons, moi je préfère le distribuer sous forme de voyages et de prestations loisirs, mais qui se font encore une fois en dehors de l'entreprise. Et je trouve que là, il a un peu dévoyé sa mission. Ça veut dire qu'il a parlé de la cantine, de la restauration collective, que sous l'angle nourrissage. Il n'a pas compris que la nourriture est un voyage. La nourriture est un voyage comme vous le vivez de temps en temps quand le chef de cuisine qui a le désir de faire un peu original va s'amuser à faire japonais, mexicain, etc. Et ça dépend de la volonté d'un homme. C'est pour ça que l'élément clé de la restauration collective, il y a deux hommes clés dans la restauration collective, ou deux femmes clés, c'est le chef de cuisine et l'intendant. Et l'intendant se fait régulièrement rouler. Je vous donne un exemple. Quand vous approchez de près cette restauration et qu'on vous dit mais j'achète au moins cher et j'achète, je vais prendre un exemple du rôti de dindonneau, regardez, on m'a montré 1000 fois ça, le rôti de dindonneau je le paye 1,40 € chez Davigel et je le paye 1,80 € quand il vient de Rungis en semi-frais ou en sous vide. Mais il s'est fait complètement rouler le pauvre gars, parce que le rôti de dindonneau qu'il achetait à 1,40 € le kilo, bah, c'était un rôti de dindonneau qui était congelé. Donc il avait compté le poids de la flotte à l'intérieur. Et les spécialistes ou les responsables de cette industrie sont suffisamment malins pour aller contourner l'intendant. Donc ça veut dire que l'intendant, il a besoin d'être contrôlé également par le chef de cuisine. Donc il y a un binôme qui n'est jamais formé, c'est ou l'un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. On parle de travail et de nature de l'alimentation. Il y a évidemment deux segmentations très très fortes. Il y a le travail sédentaire et le travail manuel. Et dans le cadre du travail manuel, c'est vrai que nourrir, c'est extrêmement important. Donc les féculents, c'est extrêmement important. C'est vrai que le lieu de la restauration collective, c'est quand même un lieu où on doit manger plus sain que ce qu'on mangerait nous. Donc ça signifie que quand on va cuisiner des produits, on doit être attentif. Ça serait normalement le rôle de la diététicienne ou du diététicien, mais en fait, souvent, il est cantonné ce rôle à l'élaboration de menus sans s'intéresser à la composition des repas. Je veux dire par là que vous avez deux façons de faire des poissons panés ou des cordons bleus, pour reprendre cet exemple. Vous avez une façon de les faire en les plongeant dans un bain de friture, ce qui va très très vite, ou vous avez une façon de les faire en les faisant rissoler. Et en fonction des modes de préparation, vous allez observer deux types de produits différents. L'un qui va être chargé en graisse, l'autre qui va être moins chargé en graisse, l'un qui est plus riche en acides gras saturés, et l'autre qui n'est pas plus riche en acides gras saturés. Et donc, dans la spécificité de l'entreprise,
on avait déjà la spécificité individuelle, mais ça, on arrive à le faire de façon statistique, on arrive à sentir comment ça se passe. Et la spécificité de l'entreprise, c'est également cette notion de savoir à qui on s'adresse. Soit on s'adresse à des employés qui ne bougent pas de leur bureau, des opérateurs de saisie par exemple, soit on s'adresse à du travail manuel pour caricaturer la situation, soit on s'adresse à des itinérants. C'est pour ça que la restauration collective aujourd'hui, c'est un des phénomènes qui n'est pas mis en avant pour des raisons plutôt, je dirais, complexité de mise en œuvre, plutôt que l'intérêt réel. Et là où elle devient importante, la restauration collective, c'est qu'en réalité, les enfants apprennent à manger non pas seulement par ce que l'on donne à manger à nos enfants, mais ils apprennent à manger par ce que nous avons dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'un enfant regarde, je reprends l'exemple des expérimentations qu'on avait faites avec une société de surgelés, et on avait donc regardé le comportement au fur et à mesure du temps des enfants, et en fait les enfants tendaient à reproduire les assiettes des parents. Donc là où intervient la restauration collective, c'est qu'il y a une espèce de jeu en domino qui fait qu'en fonction de la restauration collective, on va s'alimenter le soir, et qu'en fonction de ce qu'on va choisir pour s'alimenter le soir, on va imprimer des caractéristiques différentes chez les enfants. Et ce qui rend la situation extrêmement complexe, c'est pour ça que la restauration collective, elle n'a pas seulement pour but, je le répète et je le martèle, elle n'a pas seulement pour but de nourrir les gens qui mangent dans cet espace, elle a pour but un travail pédagogique, elle a pour but un travail d'intégration à la société, elle a pour but un travail de mixité sociale, elle a pour but un travail de préparation au repas suivant. Et je m'étonne toujours quand je rentre dans des entreprises, parce que souvent les chefs d'entreprise qui m'invitent, ils veulent me faire visiter leur cantine, c'est le grand jeu. Et je m'étonne à chaque fois quand il n'y a pas de menu. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un menu. On est dans un restaurant, il y a un menu. Je ne dis pas qu'il faut choisir, le menu est sur la chaîne de restauration. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas avant pour savoir ce qu'il y a à manger. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Europe 1, par exemple, on a les œufs mayonnaise qui sont présentés en premier, puis ensuite, mais on ne sait jamais ce qu'on a. C'est-à-dire qu'au début du repas, je ne sais pas ce qu'il y a au milieu, et au début du repas, je ne sais pas ce qu'il va y avoir juste après. Et donc, de temps en temps, je me suis vu, alors bon, ça fait rire les gens, je me suis vu aller changer des plats pour prendre autre chose, mais toujours dans une dimension non culpabilisante. Toujours dans une dimension non culpabilisante, parce que moi je pense, c'est une discussion que j'avais encore ce matin, je pense que la nourriture c'est une forme de liberté. C'est quelque part un des choix autonomes qui nous est donné, qui est extrêmement incarnant de ce que nous sommes. Je répète qu'on ne mange pas, on croit toujours qu'on choisit ce qu'on mange. Complètement faux, complètement faux. Vous mangez en fonction de comment votre famille vous a appris à manger, donc de tradition personnelle. Vous mangez en fonction de tradition régionale. Vous mangez en fonction de tradition nationale. Et vous mangez aussi en fonction de l'économie dont vous êtes vous-même détenteur, mais également de la distribution alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à côté de chez vous. Mettez-vous dans un endroit, dans un îlot où il n'y a rien à 60 km alentour, vous allez voir comment c'est compliqué. Donc ça veut dire, ne croyez pas qu'on mange en fonction vraiment de ce qu'on a envie de manger, c'est pas tout à fait exact. On mange également en fonction de contraintes qui nous sont imposées à droite à gauche. Voilà, notre et votre rôle à l'intérieur de cette dimension, c'est... le questionnaire alimentaire, c'est un questionnaire fondamental qui permet de savoir qui est quelqu'un. Pas seulement au travers des dysfonctionnements, c'est-à-dire les boulimies, les anorexies, les manques d'appétit, les excès d'appétit, mais le comportement alimentaire, c'est extrêmement révélateur d'une personnalité. Et la façon qu'ont les gens de manger, là, les médecins qui voient souvent leurs patients, les personnes qu'ils ont à questionner, en fait, ils devraient quand même de temps en temps procéder à un interrogatoire alimentaire, mais juste en le survolant, simplement pour savoir comment ça se passe, ou ils devraient de temps en temps se promener dans les allées de la restauration collective pour voir ce qui se passe au travers des assiettes des gens. La deuxième chose, c'est que, pareil, ça veut dire que quand vous dépistez, en fait, le rôle d'un médecin du travail, c'est aussi un dépistage, et vous êtes souvent au premier rang du dépistage, simplement parce que les gens, aujourd'hui, s'adressent à leur médecin du travail plutôt en confiance. L'heure est finie où on pensait que le médecin du travail était complice avec le patron, c'est plus comme ça. Ce qu'on se rend compte dans les consultations, c'est que les gens ont relativement confiance dans les médecins du travail, mais c'est un rôle de dépistage. Et ça ne sert à rien d'aller dépister un cholestérol ou un diabète si on ne finit pas par dire à quelqu'un, mais quand vous êtes à la cantine, comment vous mangez. Donc c'est un rôle extrêmement important aussi. Et la troisième chose, c'est que je crois que si j'avais un message à vous faire passer, c'est de vous dire que la restauration collective, et notamment en entreprise, c'est un lieu de plaisir et de convivialité. Et
dans un rythme de journée où les gens voyagent, ont des déplacements difficiles, sont obligés de faire les courses à la va-vite, c'est quand même un lieu pédagogique, nutritionnellement extrêmement intéressant pour montrer aux gens la qualité des gens, mais en même temps c'est un lieu de découverte des autres. Et ça, je trouve que c'est un facteur qui est relativement abandonné. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis très inquiet de l'évolution de la nourriture ces derniers temps. Je trouve que ces particularismes alimentaires, c'est vraiment le sujet qui me tient le plus à cœur ces temps-ci. Les particularismes alimentaires qu'on voit à l'heure actuelle sont vraiment inquiétants. D'abord, il y a des peurs inopérantes. Vous entendez régulièrement dans les journaux, dans les télés, vos amis vous parler des pesticides et des résidus de pesticides. Je voudrais vous dire quelque chose sur lequel je suis très ferme. Il y a en France un observatoire des pesticides. Cet observatoire, et ça c'est une des contestations qui est faite à propos de la restauration collective, cet observatoire a pour mission d'évaluer régulièrement à la fois les traces des pesticides dans le sang de la population, mais des résidus de pesticides, pas des pesticides, et deuxièmement d'évaluer l'utilisation des pesticides qu'on fait dans l'agriculture. Il se trouve que j'ai des rapports extrêmement étroits avec le monde agricole, et qu'il y a vraiment un mépris à l'égard de ces gens qui sont beaucoup plus concernés que nous par ce sujet, qui est vraiment sidérant. Alors, pourquoi mépris? D'abord parce que les gens qui fabriquent nos fruits et nos légumes sont des gens, qui n'ont pas envie de dépenser d'argent pour mettre des engrais inutiles. Donc en général, ils sont très attentifs à ne pas dépasser la dose. Et deuxièmement, parce qu'ils sont les premiers concernés. C'est-à-dire que les pathologies qu'on observe, on n'a pas de cas d'hospitalisation en France de quelqu'un intoxiqué par les résidus de pesticides. Et c'est devenu une espèce de religion. C'est-à-dire toute contestation du sujet est quasiment impossible, tellement c'est rentré dans le langage courant. Nous n'avons pas de cas d'hospitalisés en France pour des problèmes de pesticides. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour. À ce jour, nous n'en avons pas. La seule population exposée, c'est la population du monde agricole ou des gens qui travaillent dans les produits chimiques. La deuxième chose, c'est que la filière agricole a essayé de faire des repérages. Je vous donne un exemple. La Suisse est un pays extrêmement vertueux, on est tous d'accord. Simplement, le taux de pesticides par kilo de légumes en Suisse est de 0,50 mg par kilo. En France, il est de 0,41. Donc ça veut dire qu'on est plus vertueux que les Suisses qui pourtant ont une bonne réputation. La deuxième chose, c'est que la filière agricole a fait des dosages et a montré, parce qu'on a des doses, parce que l'air partout est imbibé de substances qui ont potentiellement le pouvoir d'être nocives. Mais la filière agricole a vérifié qu'en dessous de 800 grammes de consommation de fruits et légumes par jour, c'est-à-dire en dehors des végétariens, en dessous de 800 grammes de consommation de fruits et légumes par jour, les traces de résidus pesticides qu'on trouvait à l'intérieur du sang des gens étaient considérées comme non dangereuses pour la population. Donc ça, c'est le premier particularisme, c'est-à-dire cet entêtement à vouloir manger du bio. Je rappelle que tous ces produits ont été inventés. Alors, et après, il y a la théorie conspirationniste. C'est-à-dire, quand je raconte des trucs comme ça, ou quand je dis qu'on peut manger correctement au McDo, il est acheté par le monde agricole, il est acheté par McDo, il est acheté partout. La dernière fois, il y a une femme, j'étais à la télévision, et il y a une dame qui nous expliquait combien il y avait de substances toxiques dans l'eau minérale, et combien il y avait de substances toxiques aussi dans l'eau du robinet, et combien il y en avait aussi dans la mer. J'ai fini par lui dire qu'on allait boire en suçant des cailloux, c'est tout ce qu'il nous restait à faire. Et après, j'ai eu des réflexions de gens qui m'ont dit, et j'ai défendu l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, quelque part, elle est déjà filtrée, puis ensuite purifiée, puis ensuite testée bactériologiquement. Et on m'a dit, mais vous êtes acheté. Mais je ne suis pas acheté par l'eau du robinet. Comment je peux être acheté par l'eau du robinet? L'eau du robinet, c'est la République. Donc la théorie conspirationniste, elle fonctionne à fond la caisse. Je me suis énervé aussi à propos du reportage de Mme Lucet, qui a fait un reportage à charge sans présenter l'opinion inverse. Mais je veux vous rassurer, aujourd'hui en France, en dehors des populations exposées, il n'y a pas de risque avec les pesticides. Et tout le reste n'est qu'un fond de rumeurs qui s'auto-alimente et qui est véhiculé en plus par une industrie alimentaire qui recherche violemment des segments de marché où elle peut trouver de la valeur ajoutée, typique le sans gluten. 200 grammes de pain sans gluten valent 3 €, 200 grammes de baguette valent 0,85 €. Où on gagne le plus? On gagne sur le pain sans gluten. On gagne plus sur les produits végétariens. Les steaks végétaux, vous allez voir comment ça va fonctionner les steaks végétaux. C'est fait à partir du lupin, du sétan ou du tofu. Le lupin, c'était la nourriture qu'on donnait au bétail. Le tofu, il y en a plein à terre, il y a du soja partout. Et c'est pareil pour le séchant, c'est de la protéine de blé qui coûte pas cher. Pourtant, ces produits se retrouvent à prix quasiment égal avec d'autres plats préparés. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, les plats préparés, mais ils se retrouvent à prix égal. Donc ça veut dire que tous ces particularismes, ils ont des raisons d'être poussés qui sont des raisons économiques. Et là où je m'inquiète, c'est que quand ces gens veulent manger en fonction de particularismes, en réalité, ils décalent leur alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit il faut manger 2 poissons gras ou 3 poissons gras par semaine. Et puis vous entendez quelqu'un vous dire, mais attention, parce qu'il y a du mercure là-dedans.
donc vous allez arrêter le poisson gras. Et puis finalement, vous allez déformer une alimentation qui n'est qu'une transmission. Ça n'est qu'une transmission. Nous avons tous appris à manger parce qu'on nous a transmis l'art de manger. Donc, et on le fait de façon spontanée, on équilibre notre corps. Voilà comment ça s'est passé. Donc ces particularismes alimentaires, ils m'inquiètent. Ils sont probablement à la source de nouvelles pathologies qui ne seront plus des excès en cholestérol, des excès en sucre, mais qui seront des déficits en zinc, des déficits en fer, des déficits en vitamine D. L'explosion du déficit en vitamine D, elle coïncide avec la diminution de la consommation des produits laitiers qui sont victimes d'une rumeur qui est alimentée sous la thématique « Ne buvez pas de lait, car si vous buvez du lait, vous faites du mal à l'animal parce qu'on retire le veau de sa mère et on le tue après, ça on ne sait pas si c'est vrai ou non, pour continuer à extraire son lait. » Et tout ça fait que vous allez être confronté dans les années à venir à des pathologies alimentaires que vous n'aviez pas jusqu'auparavant, c'est-à-dire à l'époque où vous vous souciez simplement de l'obésité, l'hypertension artérielle, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Donc ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, parce que le chef, il s'est levé, s'il voulait dire, c'est vide.